les organismes assez prestigieux, vous allez voir qu'eux, à leur tour, ils vont chercher des données secondaires auprès de Statistique Canada, des données, disons, le Bureau of Census ou Labor Statistics aux États-Unis ou les SQ. Donc, regardez bien la source. Okay? C'est au fond ça. Quand les données sont directement, vous allez sur l'Internet ou directement un commande auprès de Statistique Canada, dans la mesure du possible, ce sont des professionnels. Et les données, l'ISQ, c'est la même chose à Québec. J'ai travaillé avec les gens à l'ISQ à Québec, c'est des gens tout à fait professionnels. Okay? Donc, c'est vraiment regarder qui est en train de produire la donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du jury? Oui, dans la définition que l'on donne de prospérité dans les dictionnaires, je suis allée vérifier hier pour voir si je n'avais pas oublié certaines données. En premier lieu, on cite le bien-être. Et on parle aussi ensuite de la prospérité économique, mais est-ce qu'il existe des statistiques qui nous permettent d'indiquer de quelle façon on va mesurer la croissance du bien-être? Merci pour cette question, parce que comme ça, je pourrais finir ma présentation. Parce que précisément, j'allais finir en disant que j'aurais pu en sortir bien d'autres indicateurs selon précisément les objectifs visés. Or, on peut regarder, il existe toutes sortes d'indicateurs de santé, mortalité infantile, espérance de vie, salubrité. Bien sûr, les données existent. Donc, je reviens à dire, au fond, dire qu'il faut un consensus sur quel est le meilleur indicateur, c'est presque un contresens, parce que nous sommes dans une société pluraliste, et en plus, on a des organismes, que ce soit la Chambre de commerce ou d'autres, qui ont des objectifs différents et qui voudront mettre la priorité sur une chose plutôt que l'autre. Si vous êtes plus à gauche, okay, vous allez mettre plus d'importance sur les questions d'égalité de distribution du revenu. Si vous êtes un peu plus à droite, vous allez mettre plus d'accent, disons, sur des mesures de moyens de richesse globale. C'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Il n'existe pas... Là, j'ai hâte d'entendre Pierre Fortin là-dessus, mais peut-être il va nous dire qu'il existe une mesure de la prospérité, peut-être. Mais ma première réaction, c'est de dire qu'il y a plusieurs façons de le mesurer. Évidemment, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre n'importe quoi, mais c'est tout à fait admissible que différentes personnes ont différentes perceptions et aussi différentes priorités. Donc, on va prendre deux autres questions avant de passer. Est-ce qu'il y avait un follow-up? Oui, un complément. Est-ce qu'on peut dire, par contre, que plus on choisira d'indicateurs, autrement dit, plus on va regarder une situation par différentes facettes, on a plus de chances d'avoir une vision plus éclairée? Absolument. Non, là, vous avez raison. Et j'avais fait des farces sur l'économétrie, mais vous pouvez même faire, je pense que probablement, tout le monde sait quand même quelle est une analyse de corrélation. Une fois que vous avez beaucoup d'indicateurs, disons niveau d'éducation, niveau de scolarité, etc., santé, vous allez voir si vous faites des analyses statistiques, même relativement simples, qu'au fond, vous êtes en train de mesurer, comme pour l'éléphant, différentes choses, au fond, la même chose de différentes façons. Et là, il y a des moyens statistiques pour arriver à un indicateur global, mais qu'il faut encore une fois utiliser avec prudence. Je reviens, ce qu'il faut que vous le compreniez. Dès qu'on vous arrive avec un indice, avec une équation qui est extrêmement complexe, ça peut être très bien, mais puisqu'on parle ici de participation citoyenne, moi je trouve que c'est important que vous compreniez l'indicateur que vous utilisez. Moi, c'était concernant le recensement détaillé. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour compenser ces données-là que vous n'avez pas? Et ces données-là viennent de qui? Est-ce que c'est les gens qui se définissent ou c'est une institution qui détermine les données? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense. Oui. Okay. Malheureusement, la réponse à la première partie de votre question, c'est non. On ne peut rien faire. On est pris avec ce non-recensement. Okay.
c'est que la différence entre un recensement et une enquête, un recensement, il y a une obligation de répondre. Donc là, Statistique Canada peut très clairement pondérer les différentes réponses et savoir exactement qu'est-ce que ça vaut. Une enquête, il n'y a pas d'obligation, donc c'est aléatoire. Donc je ne me rappelle plus, peut-être Pierre le sait, je pense que le Statistique Canada a envoyé le formulaire court à 40% de la population, si je me trompe. Et là-dessus, elle n'avait aucun contrôle sur qui répondait. Or, c'est ça qui est le problème. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que la donnée n'est pas là. La marge d'erreur en termes de probabilité statistique de la donnée est beaucoup plus grande, la marge d'erreur. Donc, ça veut dire que plus que vous allez à un niveau fin, par exemple géographiquement, ou un attribut, moins ça devient fiable. Au niveau, je dirais, des régions métropolitaines, je ne sais pas ce que Pierre en pense, mais je dirais probablement que les données sont assez comparables. Des données de population, certainement, parce que c'était aussi dans le formulaire court. Mais revenus, c'était uniquement dans le formulaire long. Donc, dès que vous êtes pour un ensemble relativement grand, probablement le biais de ce nouveau non-recensement d'enquête est relativement faible. Mais disons que vous voulez aller au niveau des arrondissements, avec des informations relativement détaillées, ça commence à poser un problème de comparaison avec 2006. Et malheureusement, il n'y a rien qu'on peut y faire. Merci. Donc, pour ne pas prendre trop de retard, on va prendre une question d'un leader dans la salle. Donc, une petite question rapide et une réponse d'environ 1 minute. Merci. Dit avec amour et respect et solidarité. J'ai compris, OK. 1, 2, 2. Ah, voilà. Claude Faribault du Living Lab de Montréal. Bonjour, M. Pollès. On sait que les statistiques, c'est le portrait statique d'une situation, mais avec les réseaux électroniques, maintenant, on a des indicateurs dynamiques en temps réel des flux économiques. Si on extrapole rapidement, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, tout ça savent en temps réel ce qui se passe dans l'économie de leur réseau. Comment l'économétrie classique va faire pour rattraper ce retard et mesurer les flux économiques dans une province ou un pays au complet? Je m'excuse, je n'ai pas vraiment compris parce qu'il n'y a pas de lien avec l'économétrie. L'économétrie, c'est ce que vous faites avec les données. Le fait que maintenant qu'on a des données, disons, entre guillemets, en temps réel, tant mieux. Mais ce n'est pas forcément un empêchement à utiliser des modèles économétriques. Je vois pas vraiment je vais donner un exemple de données dynamiques en temps réel. On appelle ça la taxe sur la valeur ajoutée, la TPS, la TVQ. Une grande partie de ces paiements sont faits par voie électronique. Donc, on peut connaître la valeur de la TPS, de la TVQ en temps réel sur le territoire, mais on fait des rapports comptables en papier pour concilier ces données-là. C'est un peu absurde, puisque ce sont toutes des données électroniques. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est un problème des comptables, pas de l'économétrie. Et ils apprennent des économistes comment faire de la comptabilité. Je ne savais pas. Moi, je n'ai jamais appris la comptabilité. Donc, non, mais moi, je dis que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les données sont beaucoup plus récentes et accessibles. Et là, encore une fois, je dis la vraie question, c'est la fiabilité des données. Monsieur Pollès, merci infiniment pour vous. cette présentation. Est-ce qu'on peut lui offrir une main d'applaudissement? Donc, qu'est-ce que la prospérité? Comment la mesurer? On a 2 experts qui vont venir répondre à cette question. On a parlé de M. Fortin, mais avant de présenter M. Fortin, je vais présenter le premier invité du panel. Donc, vous pourrez présenter, puis ensuite, vous serez invité, M. Fortin, à prendre la parole. Et à la fin de vos 2 présentations, je vais vous inviter à vous asseoir ici pour répondre aux questions du jury et des experts dans la salle. Et donc, j'ai l'immense privilège d'inviter le président du Conseil du patronat du Québec, M. Yves Thomas Dorval, à prendre la parole. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon matin. Merci de l'invitation. Étant donné que l'échéancier est assez serré, je ne passerai pas trop de temps
propos d'introduction, si ce n'est que de dire une chose. Moi, je ne suis pas un expert, même si on m'a invité comme expert. Si j'ai une expertise, c'est d'être un généraliste. Alors, ma formation n'est pas, par exemple, un doctorat en économie, mais d'avoir une formation diverse en économie, relations industrielles, communication. Et la vraie experte pour nous au Conseil du patronat, c'est Norma Kozaya que je vous présente, qui est notre économiste en chef et vice-présidente à la recherche, et qui est la personne qui, dans le fond, produit les contenus pour que moi, comme porte-parole, j'ai de l'air un petit peu plus intelligent. Mais la réalité, c'est elle qui amène de l'intelligence chez nous. Nous avons au Conseil du patronat, et je cherche la télécommande, je l'ai mis. Ah, OK. Merci. Alors voilà, très simplement, le Conseil du patronat, c'est une association qui regroupe les associations sectorielles d'employeurs au Québec. Je vous dis tout de suite, donc, que je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus par Michel Leblanc, par M. Pollaes. C'est tout à fait dans le même sens et je ne voudrais pas que vous lisiez les informations qu'on produit comme étant la vérité incarnée dans tous les domaines. Ce sont des éléments que nous produisons qui tiennent compte de nos membres, de leurs priorités et de leurs besoins. Nous sommes une association d'employeurs, et pas seulement des employeurs du secteur privé, mais des employeurs du secteur public aussi, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, l'Union des municipalités sont membres chez nous, des universités, etc. Donc, on ne représente pas que des entreprises privées, mais bien sûr, il y a un fort pourcentage d'employeurs au Québec qui sont des entreprises privées, et au total, on représente plus de 75 000 employeurs au Québec. Donc, ça nous donne quand même une perspective qui est un peu différente parfois de ce qu'on peut penser. Au Conseil du patronat, on a une mission très simple et à la fois très complexe. C'est tenter d'obtenir les meilleures conditions pour que les employeurs, les entreprises au Québec puissent prospérer. Alors, quand on a une mission comme celle-là, une des choses qu'on se dit, bien, il faut être en mesure de se mesurer. Alors, c'est pour ça qu'il y a 5 ans et demi, lorsqu'on a revu notre planification stratégique, on a développé un bulletin de la prospérité du Québec. C'est un bulletin qui tient compte des priorités des employeurs du Québec et c'est un bulletin que je vous invite à parcourir. C'est sur notre site web, cpq.qc.ca. Les membres du jury, vous aurez une version du bulletin avec tous les détails et pour respecter ce que M. Pollaes a dit, il faut aller dans l'introduction pour bien comprendre quels sont les objectifs qu'on poursuit, quelles sont les motivations et qu'est-ce qu'on tente de faire avec le bulletin sur la prospérité. Parce que c'est impossible d'essayer de tout faire. Et ça dépend toujours de la perspective de chacun des groupes. Prenez un institut de recherche comme l'Institut économique de Montréal, a sa façon de voir les choses, et vous prenez un autre institut comme l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, va voir les choses d'une autre façon. Au Conseil du patronat, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir davantage les notions de prospérité économique que les questions de mieux-être. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée. L'OCDE, maintenant, produit des informations qui portent sur le mieux-vivre. Et en 2011, il y avait une vingtaine d'indicateurs. En 2014, ils l'ont changé un peu. Il y a 8 indicateurs. Et là, ça comprend des choses comme la criminalité, l'état de santé de la population, les logements, des choses comme ça. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a bien des façons de mesurer la prospérité. L'objectif aujourd'hui, c'est de ne pas vous convaincre que notre moyen est le meilleur. C'est juste de vous expliquer comment nous, on est arrivé à ce moyen-là pour que vous, les membres du jury, puissiez travailler avec les gens de Je vais Montréal pour faire en sorte de déterminer un bulletin de prospérité ou un tableau de bord, peu importe, qui convient aux besoins des gens de Montréal et non pas à celui qui convient aux intérêts, par exemple, du Conseil du patronat. Alors, ce bulletin, quant à nous, on l'a élaboré, quand je dis on, c'est surtout Norma Kozaya chez nous qui l'a élaboré, en collégialité, dans le sens qu'elle est allée vérifier auprès d'autres experts aussi si la façon dont on collectait les données était intéressante. Et pour répondre aussi à la question de M. Pollaes, les sources d'informations que l'on utilise sont presque toutes intégralement de l'OCDE,
l'Organisation de coopération et développement économique, de Statistique Canada et de Statistique Québec. Quelques données qu'on ne peut pas y trouver peuvent avoir été glanées dans d'autres sources, mais c'est la majeure partie des données qui sont dans notre bulletin sur la prospérité. Alors, comme nos employeurs nous ont confié leurs priorités, et leur priorité, c'est d'avoir accès à une main-d'œuvre de qualité disponible et à un coût concurrentiel, d'avoir une réglementation intelligente, d'avoir des finances publiques saines et une fiscalité concurrentielle et d'avoir un environnement économique, une économie durable. Nos critères tentent d'essayer de voir comment on se compare au Québec versus des provinces comparables. On n'a pas pris toutes les provinces, on a pris des provinces les plus populeuses. Puis là, on dit comparable. Je suis certain que celui qui va me suivre va pouvoir vous dire peut-être que l'Alberta est moins comparable au Québec parce qu'ils ont pris le défi d'aller dans l'énergie pétrolière et ainsi de suite. Mais la réalité, nous, on l'a pris en fonction de population. Donc, les plus populeuses, outre le Québec, c'est la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario. Et la moyenne canadienne fait partie de nos critères de comparaison et les pays membres de l'OCDE pour lesquels il y a des données statistiques produites par l'OCDE. Donc, c'est la prémisse de départ, ce sont les enjeux des employeurs au Québec. Et comment on les a choisis, nos critères? D'abord, curieusement, ce ne sont pas des critères de prospérité. Ce sont des critères qui déterminent ultimement le résultat qui est la prospérité. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer la prospérité, notamment le PIB en est un exemple. On en a entendu parler tout à l'heure, surtout si c'est fait à parité de pouvoir d'achat pour comparer des pommes avec des pommes et qu'on compare des provinces ou des États, des pays. Alors, ça peut se faire, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres indicateurs qui peuvent se faire également. Nous, on a choisi pas le PIB comme un indicateur, mais les déterminants qui nous amènent aux résultats qui sont les PIB. Alors, les déterminants qu'on mesure sont ceux qui ont un effet direct sur le PIB. Ils peuvent être mesurés et quantifiés. Donc, encore là, ce sont des sources fiables, indépendantes qu'on utilise et on peut les comparer non pas au plan qualitatif, mais au plan quantitatif. Ils permettent de cibler des domaines d'intervention, soit protégés ou améliorés. C'est-à-dire qu'on a là-dedans nos forces et nos faiblesses. Et il faut être assez humble pour reconnaître nos faiblesses, puis il ne faut pas non plus faire du Québec bashing en faisant juste faire ressortir les éléments faibles. Il faut regarder vraiment dans les déterminants quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et travailler sur nos faiblesses, mais travailler aussi à garder nos forces, parce que c'est ce qui nous permet de nous distinguer. Il faut que ce soit des indicateurs comparables avec ce que j'ai dit tantôt d'autres provinces canadiennes, et ça fait partie donc et on a un bulletin qui comprend 21 ce qu'on a appelé indicateurs, qui sont regroupés dans 5 grands déterminants de la prospérité en lien avec les priorités des employeurs. Donc, c'est des déterminants qui ont trait aux priorités que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Alors, quand on se compare avec ces 21 indicateurs-là, donc ça prend des mesures qui sont comparables, qui sont dans le temps, qui sont indépendantes. Quand on se mesure, on a notre bulletin. On l'a divisé, dans le fond, en fonction des quartiles. Premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile, quatrième quartile, quand on se compare. Alors, dans le fond, la note A, c'est excellent. On est en tête du peloton. B, c'est bon. On est au-dessus de la moyenne. C, c'est passable, mais c'est en bas de la moyenne. Et D, malheureusement, on est des derniers dans ce domaine-là. Alors, c'est un peu de la façon dont on sait, et c'est subjectif à quelque part quand on dit on va prendre des rangs quartiles plutôt qu'un autre élément, mais les données qui sont à l'intérieur, elles, ne sont pas subjectives. On arrive à A, B, C ou D quand on se compare soit avec des provinces ou soit quand on se compare avec des pays de l'OCDE. Quand ça peut se faire, évidemment, et parfois, ça ne peut pas se faire. Et les notes nous permettent vraiment de savoir où est-ce qu'on doit travailler pour améliorer notre performance. Curieusement, en passant, quand on fait la moyenne, la synthèse de notre bulletin, on arrive à une note qui est identique quand on regarde au PIB par habitant, à parité de pouvoir d'achat. Ça veut dire que nos indicateurs ne doivent pas être si décrochés que ça de la réalité. D'ailleurs, dans l'introduction du bulletin, on en parle, que nous, on a choisi l'aspect plus économique des choses, mais en sachant que notre prémisse, c'est que lorsqu'il y a de la création de la richesse dans un État quand même qui permet de
réglementer et de distribuer la richesse, le niveau de vie de la population et la qualité de vie suit de façon générale cet accroissement de la richesse. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les régions, mais vous savez, certains experts ont fait quand même la démonstration qu'au Québec, même s'il y a un accroissement mondial de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, ce n'est pas nécessairement le cas au Québec. Donc, il faut toujours faire attention à ces comparables-là. Alors, le Québec, exemple, sur les 21 critères, fait mieux, parce que j'essaie justement de balancer ce qui est bon et mauvais, sur 5 critères, le taux d'obtention de grade universitaire du premier cycle, par exemple, et on va plus loin dans la définition de ce critère-là en allant chercher des diplômes qui nous apparaissent comme étant ayant plus d'effet sur la prospérité économique. Le taux effectif d'imposition sur l'investissement, on parle de fiscalité, il y a plusieurs éléments. Un bon exemple ici, même si des indices disent que le fardeau fiscal est très lourd au Québec, il reste qu'il y a des éléments sur lesquels le Québec est vraiment en très bonne position concurrentielle. Les dépenses en recherche et développement, c'est un indicateur qui est important. Si on veut avoir une économie qui prospère, c'est important d'investir en recherche et développement. Le Québec est très bien positionné, mais attention, pas nécessairement sur les résultats en termes d'innovation ou de productivité. Alors, autrement dit, on dépense beaucoup d'argent en recherche et développement, mais on n'a pas nécessairement les mêmes résultats. Voyez-vous, ces deux indicateurs, en fait, l'indicateur de la recherche et développement ou les investissements en recherche et développement, c'est un indicateur qui peut être intéressant. Puis si on voit à côté qu'on a moins de brevets, qu'on commercialise moins, qu'on fait moins de productivité, il y a un écart entre l'innovation, qui n'est pas seulement de la R&D, mais et la R&D. Donc, il faut toujours faire attention aux indicateurs. L'âge moyen des investissements en infrastructures publiques, vous n'avez pas besoin de vous convaincre. Là, pour venir ici ce matin, vous avez probablement vu des cônes oranges un peu partout. Alors, ce n'est pas pour rien. Le Québec avait un retard. Alors, ce sont des éléments sur lesquels, quand on se compare avec les autres provinces, on est en avance. On est au-dessus de la moyenne, parmi les meilleurs. Et le coût d'exploitation d'une entreprise. Et si j'avais un élément pour montrer à quel point c'est intéressant à tirer de l'investissement dans la région de Montréal, c'est quand on compare des grandes villes comme Montréal ou d'autres grandes villes, le coût d'exploitation est quand même un élément attractif au Québec, puis à Montréal en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent dans les coûts d'exploitation. Le coût de la main-d'œuvre, les salaires sont quand même très, je dirais, concurrentiels au Québec. Le coût du loyer ou du terrain, le coût de l'énergie sont des éléments qui donnent vraiment un avantage concurrentiel au Québec. Par exemple, il y en a d'autres éléments où on fait moins bien. Je sais que Fusion Jeunesse, très concerné par ça, mais le décrochage scolaire est encore vraiment un élément majeur au Québec où on a des problèmes. On a eu, parfois, encore là, quand on se compare, on pense qu'on s'améliore, mais peut-être que c'est les autres qui se détériorent. Donc, il faut toujours faire attention aux comparaisons. Je pense entre autres à l'Alberta, qui, à un moment donné, est venu avec un niveau plus élevé de décrochage scolaire. C'est pas parce que le Québec a mieux performé que sa position changeait, c'est parce que l'Alberta performait moins que la position du Québec changeait. Le coût pour l'employeur des taxes sur la masse salariale, je vous l'ai dit, il y a des éléments positifs au plan de la fiscalité. Je vous donnais l'exemple d'imposition, le taux effectif d'imposition sur l'investissement. Mais ici, au Québec, le coût pour l'employeur des taxes sur la masse salariale, c'est 35 % plus élevé que la moyenne canadienne. Donc, c'est un coût énorme. Là, quand on embauche, à chaque personne qu'on embauche, on paie des taxes sur la masse salariale. Ça ne dit pas tout l'indicateur. Ça peut avoir de l'air négatif, mais il y a des programmes associés à ces cotisations sur les masses salariales. Le Québec étant plus généreux sur plusieurs programmes, les gens pourraient dire « oui, mais on a un bien-être plus grand parce qu'on a des programmes plus généreux ». Alors, il faut toujours faire attention aux éléments de comparaison. Le taux d'endettement, la province du Québec est parmi les plus endettés. Le fardeau fiscal global, là, si on prend tous les éléments de fiscalité ensemble, là, on arrive à un fardeau fiscal global qui est plus élevé au Québec. L'intensité entrepreneuriale, on a un déficit. Alors, si je pense à Montréal, je pense à l'importance du développement économique. L'intensité entrepreneuriale est un élément extrêmement important, déterminant de la prospérité. J'ai eu la chance d'aller fin de l'été, fin août, début septembre, à un congrès mondial de gens qui venaient de partout à travers le monde au niveau de l'économie. Et on parlait de la situation économique à l'échelle planétaire. Et il y a un mot qui revenait, il y avait une action, il y avait un projet qui revenait, peu importe les pays, que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, peu importe.
il fallait travailler à développer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la base de la croissance, de la prospérité. C'est ce qui permet de créer des emplois, c'est ce qui permet d'améliorer les revenus, les salaires avec des meilleurs jobs. L'entrepreneuriat, c'est la clé du succès. Si vous êtes un pays qui vient de loin, prenons la Malaisie par exemple, ils ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas un s'il n'y a pas un meilleur entrepreneuriat. Et c'est la même chose dans les économies développées comme au Canada. L'entrepreneuriat, c'est fondamental et on a un déficit d'entrepreneuriat. On a un travail énorme à faire de ce côté-là. Les investissements en technologie de l'information et communication. On a un retard de productivité au Canada et au Québec, on en a un plus grand que le Canada. Et il y a une des raisons parce qu'on n'investit pas assez dans les technologies de l'information et communication. Alors, ce sont des indicateurs que nous, on s'est donnés pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire, sur quoi on devrait travailler. Encore une fois, c'est en fonction de notre mission et des gens qu'on représente, qui sont les employeurs, mais avec des données comparables, robustes, indépendantes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à notre bulletin sur la prospérité. Et j'ai donné quelques exemples ici, qui est un élément extrêmement important, les coûts d'opération d'exploitation au Québec, à Montréal. Il y a des éléments qu'on ne touche pas. Et pourtant, Montréal, c'est très important. Tout l'aspect culturel à Montréal. Alors, nous, on ne l'a pas mis dans notre bulletin sur la prospérité, mais c'est un élément extrêmement important pour Montréal, je pense, à tout le moins. Et vous savez, j'ai eu la chance de travailler pour une multinationale et dans les multinationales, on voyage, dans le sens pas seulement voyager mais pour le travail. Donc, je suis allé vivre et travailler en Europe, par exemple. Puis il y a des gens, d'ailleurs, dans le monde qui sont venus travailler à Montréal. On appelle ça des expats dans mon langage. Bien, les expats étrangers qui viennent à Montréal, vous seriez étonnés de voir à quel point ils aimeraient continuer à vivre à Montréal. Montréal a vraiment une qualité de vie incroyable. Quand on se regarde, des fois, on se désole, puis quand on se compare, on se console, parce que réellement, Montréal est un élément extrêmement attractif. Moi, j'ai été fasciné de voir à quel point les expats qui viennent d'un peu partout, moi, j'étais heureux, j'allais travailler à Londres, je restais à Londres, je restais en Europe. Waouh, hey, j'étais heureux. Eux autres, ils partaient de Londres, ils venaient vivre ici, puis ils disent, je veux rester ici. Regardez le nombre de Français qui quittent la France actuellement pour venir à Montréal. Donc, il y a des éléments extrêmement intéressants pour la prospérité. Et l'ensemble des 21 critères là, qu'on a, juste pour vous montrer, il y en a beaucoup sur les ressources humaines, parce que c'est l'enjeu numéro 1, d'après nous. Vous savez qu'actuellement, Pierre pourra me corriger, mais on a à peu près 4 personnes en âge de travailler pour une personne de 65 ans et plus au Québec. Et dans 15 ans, il n'y aura plus que 2 personnes en âge de travailler pour une personne de 65 ans et plus. Alors, si on veut une prospérité à Montréal, le facteur humain, l'aspect humain est très, très important. Donc, on va parler, nous, de diplomation. Le taux de chômage, là, c'est relatif, ces choses-là, mais le taux d'activité, ça, c'est pas mal plus important à notre point de vue, et surtout selon les grades d'âge, parce que si le taux d'activité est aussi bas qu'on a au Québec pour les personnes, mettons, de 55 à 65 ans, parce qu'on prend notre retraite 2 ans plus jeune environ que la moyenne canadienne, bien, on va avoir un problème si, en plus de ça, on a un vieillissement démographique. Il faut trouver une façon de faire en sorte que les gens d'expérience puissent continuer à contribuer aussi. Alors, ce sont des éléments, je ne veux pas vous dire quoi penser pour Montréal, je vous ai dit comment nous, on l'a fait chez nous, comment on l'a développé grâce à Norma, grâce à l'appui qu'on a. Mais en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un défi, d'abord parce que ça ne bouge pas tant que ça. Nous, on le fait depuis 5 ans, puis on se mesure, puis vous savez, les changements ne sont pas énormes. Parce que ce n'est pas des choses qui changent à court terme non plus. C'est souvent des choses qui prennent du temps à changer. Mais en même temps, de l'avoir, puis d'avoir ça sur notre tableau de bord, notre boussole, en disant « Hey, c'est vers ça qu'on doit travailler, puis c'est là-dessus qu'on doit investir », je pense que c'est précieux, puis je pense qu'il faut continuer à le faire, puis je pense que ce serait très bon que la grande région de Montréal se donne aussi des indicateurs comme ceux-là. Je ne sais pas si je suis disponible pour vos questions. Après, c'est ça, c'est Pierre qui intervient. Merci. Merci, M. Dorval. Merci, M. Dorval. Donc, sans plus tarder, on a mentionné son nom au moins 5 fois depuis le début de la présentation. Donc, on a tous hâte de l'entendre. Donc, c'est en direct de l'UQAM, M. Pierre Fortin, qui est professeur émérite au département des sciences économiques. M. Fortin, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. À vous le micro et le PowerPoint. Merci.
Gabriel, le patron de Fusion Jeunesse. Moi, je suis le patron de Fusion Vieillesse. On va bien s'entendre. Bon. Tout d'abord, j'ai des verres teintés. Ce n'est pas par snobisme ucamien. C'est tout simplement que j'ai un problème avec mes yeux. Il faut que j'aille à une clinique après-midi. Les commanditaires du jury aujourd'hui sont évidemment M. Ménard et son groupe de la Banque de Montréal, et également la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, sont aussi associés à l'Observatoire de la communauté métropolitaine. Et donc, ce sont des organismes économiques. Et bien sûr, le terme productivité a une origine et une assise essentiellement économique. Mais cette assise-là date de plusieurs siècles et évidemment, on a fait évoluer la notion de plus en plus vers des concepts qui sont un peu plus larges. Alors, mon objectif, à part de vous confirmer que j'appuie à 110% les propos de M. Dorval et de M. Polaise, mon objectif, c'est de vous présenter 4 grands indicateurs que je pense qui devraient être à la base de la comparaison, les comparaisons qu'on peut faire entre Montréal, le Grand Montréal, évidemment, la région métropolitaine, et les autres grandes régions métropolitaines au Canada et à l'étranger, d'un côté, pour les comparaisons, et également, autant que possible, avoir des indicateurs sur lesquels on peut agir, parce qu'il y a des indicateurs sur lesquels on peut très peu agir, comme, bon, la démographie, on peut agir un petit peu, mais le vieillissement, quand même que vous auriez, vous multiplieriez par 3 ou 4 l'immigration, le vieillissement, il va rester là. Il n'y aura pas d'évolution particulière. Donc, il faut faire attention dans le choix des indicateurs, en plus de la clarté, de la concision, d'avoir évidemment de la disponibilité, de s'assurer que ces indicateurs-là on peut agir dessus. Alors, mon titre, pour l'amour du ciel, arrêtons de chiquer la guenille. C'est simplement une frustration personnelle qui est profonde chez moi de me rendre compte combien il y a d'intervenants dans les débats publics sur l'économie de Montréal qui sont très négatifs sur notre classement au niveau des grandes régions nord-américaines et en tout particulièrement canadiennes. Et je ne veux pas aller à l'autre extrême puis me faire taxer de jovialisme non plus, parce qu'on a énormément de défis à rencontrer à Montréal, mais il faut éviter de partir avec des idées qui sont contraires à la vérité. Okay. Le premier indicateur, donc, je me concentre sur les grands indicateurs. Okay? Ça ne veut pas dire que les 15 autres sur lesquels, par exemple, M. Dorval a dit quelques mots, ne sont pas importants. Au contraire, ils peuvent être particulièrement utiles pour préciser où exactement on peut et on doit intervenir. Mais si on doit retenir 4 ou 5 grands indicateurs positionnels, si vous voulez, de l'économie de Montréal, le premier que j'utiliserais, ce serait le niveau de vie par habitant d'âge actif, ou encore le pouvoir d'achat par habitant d'âge actif. Et ça fait référence ici au revenu réel des gens. Et par revenu, il faut aller plus largement que le revenu disponible qui arrive après les transferts sociaux et les impôts payés des citoyens. Parce que le revenu total qui est mesuré par le produit intérieur brut inclut plus que le revenu disponible des gens. Il inclut la valeur des services publics que l'on reçoit. Donc, quand on compare Montréal, par exemple, avec des grandes villes d'autres États nord-américains, bien, il faut tenir compte du fait qu'au Québec, notre secteur public est plus large et puis donne plus de services que ces autres régions-là. Et par conséquent, quand on utilise seulement le revenu disponible des ménages, on sous-estime de façon systématique
le bien-être que peuvent ressentir les Montréalais de leurs revenus et en plus des services publics qu'ils reçoivent. Je ne vais pas faire un panégyrique ou une défense absolue de tout ce qui se fait dans le secteur public. Au contraire, on a énormément de problèmes avec notre secteur public, puis il faut l'aider à progresser. Mais je pense que la notion globale de niveau de vie doit insérer pas seulement le revenu disponible des gens, mais aussi la valeur des services publics qu'on reçoit. Alors, si on calcule ce niveau de vie par habitant, ce produit intérieur brut en dollars constants pour les 9 plus grandes régions métropolitaines du Canada, on se rend compte finalement, pour copier ce que Mario Polaise a dit tantôt, que Montréal et Québec ne sont pas parmi les poches des régions métropolitaines au Canada. Au contraire, depuis 6 ans, 7 ans, la croissance économique à Montréal et à Québec se compare très bien à celle des autres grandes régions métropolitaines qui ont plus d'1 demi-million d'habitants au Canada. Il y a seulement Edmonton qui nous dépasse, mais remarquez que Montréal et Québec ont cette croissance-là sans pétrole. Et donc, l'importance des ressources naturelles, quand on se compare, de faire la distinction entre les provinces pétrolières ou les régions pétrolières et celles qui ne l'ont pas, est très importante. Remarquez à l'autre bout que Toronto a une performance économique très difficile et on ne devrait absolument pas s'en réjouir parce que Toronto, c'est notre plus grand partenaire économique. Et si notre plus grand partenaire économique va moins bien, bien, ça va aller moins bien pour nous. Si Toronto était plus haut, bien, Montréal le serait. Et c'est aussi important de faire la distinction entre les dollars que sont le revenu par habitant et le pouvoir d'achat que ça donne. Si, par exemple, le revenu par habitant au Québec était 80 $ par personne, à Montréal, mettons, était 100 $ par personne, et puis à Toronto, 100 $ par personne, et à Montréal, 80 $ par personne, mais là, vous ne pouvez pas dire que Toronto est plus riche que Montréal. Tout dépend du prix des biens qu'on achète avec ce revenu monétaire-là. Si on achète juste des pommes, puis le prix d'une pomme au Québec est 20 cents, et puis il est 25 cents à Toronto, mais le 100 $ à Toronto va acheter 400 pommes, et puis le 80 $ à Montréal va en acheter 400 aussi. Donc, avec un revenu monétaire très différent, on peut avoir le même niveau de vie, le même pouvoir d'achat. Et par habitant d'âge actif, c'est aussi important de diviser par la population, par exemple, de 15 à 64 ans, plutôt que la population totale. Pourquoi? Parce que quand vous divisez par la population totale, vous incluez tous les gens de 65 ans et plus. Et si, comme au Québec, c'est le cas, on a beaucoup plus de gens à plus de 65 ans que dans une autre province, et la même chose à Montréal plutôt que dans une autre grande ville canadienne, mais c'est évident que le par habitant va être plus faible, d'autant plus au Québec et à Montréal que, par exemple, en Ontario ou à Toronto. Donc, c'est important de savoir par quel nombre de populations on agit au dénominateur. La raison pour laquelle je préfère diviser par habitant d'âge actif, c'est parce que c'est celui sur lequel vous pouvez agir. C'est très difficile d'agir sur le nombre, la proportion de la population qui va avoir 65 ans ou plus. Et donc, les résultats qu'on obtient au tableau dépendent de cette population d'âge actif. Donc, pour moi, le meilleur critère serait le PIB par habitant en dollars, rendu en dollars à unité de pouvoir d'achat comparable par habitant d'âge actif. Et c'est sur celui-là que les gouvernements et les associations de toutes sortes peuvent agir. Deuxièmement, l'emploi.
Alors, la même chose, je prends les mêmes données que Mario Polaise a utilisées tantôt et également celles dont M. Dorval a parlé. La ville au Canada, la grande ville canadienne où le taux de chômage est le plus faible, c'est la ville de Québec, la région métropolitaine de Québec. Et c'est à peu près au même niveau que Calgary et Edmonton. Mais à Calgary et Edmonton, évidemment, ils ont le pétrole que Québec n'a pas. Donc, Québec est le meilleur, mais sans pétrole, ce qui est absolument époustouflant comme performance. Vous voyez également que Montréal, Toronto et Vancouver ont des taux de chômage qui sont nettement supérieurs à la moyenne. Donc, c'est important, le taux de chômage, mais il faut savoir bien l'interpréter. La raison pour laquelle Montréal, Toronto et Vancouver ont des taux de chômage nettement supérieurs aux autres villes, c'est en bonne partie parce qu'il y a une concentration d'immigration dans ces grandes villes-là. Et comme vous savez, après 15 ou 20 ans, l'immigrant moyen a un taux de chômage qui ressemble de près, qui est proche du taux de chômage des natifs, mais dans la période d'adaptation, la période d'intégration, le taux de chômage des immigrants plus récents est relativement élevé. Et comme les immigrants sont concentrés à Montréal, Toronto et Vancouver, ça explique pourquoi le taux de chômage de ces grandes régions métropolitaines-là est plus élevé qu'ailleurs. Remarquez que Toronto, malheureusement, encore ici, fait pire que Montréal, mais que les deux grandes villes devraient regarder ce que Vancouver a réussi pour peut-être intégrer ces immigrants plus rapidement qu'ailleurs. Alors, quelque chose d'analogue, ce n'est pas l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre peut-être, c'est de regarder l'évolution du taux d'emploi dans les deux grandes villes, Montréal-Toronto. Vous voyez que le taux d'emploi à Montréal, le pourcentage de la population de 15-64 ans, toujours ma population de référence, la population d'âge actif, son taux d'emploi à Montréal est à peu près le même qu'à Toronto. Maintenant, c'est 99 %. Mais c'est en partie parce que Toronto, comme vous voyez, a subi une méchante débarque en 2008-9. Malheureusement, ils ne font que commencer à réparer cette dégringolade malheureuse de la grande récession mondiale de l'époque. Mais l'idée, quand même, c'est de voir que Montréal, à travers le temps, a de plus en plus rattrapé Toronto, même avant cette grande récession-là. Okay? Donc, c'est un autre point sur lequel il faut arrêter de chiquer la guenille. On fait des progrès importants à Montréal. Il faut le reconnaître, non pas pour dire tout va bien, mais pour au moins, à la base, dire, bon, mais là, on a réussi un paquet de choses, on a encore ces autres défis-là, et nos succès dans le passé doivent nous encourager à continuer de nous améliorer. Troisième indicateur, j'en ai 4 en tout, le rapport d'inégalité. Alors, la prospérité, autrefois, n'incluait pas tellement la mesure des inégalités dans le paysage, mais c'est sûr qu'une société prospère, c'est une société qui non seulement réussit à créer la richesse de façon solide, mais également est capable de la partager de façon équitable entre les diverses classes de la société. Et ici, je vous montre également, là, on n'a pas les données de Montréal, mais on pourrait les obtenir. Je vous montre que le rapport entre le revenu après impôts et transferts des 20 % les plus riches par rapport aux 20 % les plus pauvres est resté à peu près le même au Québec dans les 35-40 dernières années, alors qu'il a augmenté en Ontario et il a augmenté beaucoup plus aux États-Unis. Donc, évidemment, si on prenait le 1 %, le Québec augmenterait un peu, mais beaucoup moins qu'en Ontario et dans les autres États de l'Amérique du Nord. Mais je pense qu'il est important qu'en plus du niveau de vie par habitant d'âge actif et en plus du taux d'emploi ou du taux de chômage, qu'on utilise un indicateur global de répartition de la richesse qui peut nous indiquer si oui ou non on va vers une société plus prospère. Et finalement, mon dernier indicateur, c'en est un que vous ne voyez pas tellement souvent, mais qui est de plus en plus disponible et qui serait disponible
qui est disponible pour la région de Montréal par rapport aux autres régions du Québec et du reste du Canada, c'est-à-dire le degré de satisfaction qui est exprimé par les gens face à la vie qu'ils mènent en général. Et ça dépend en partie, évidemment, du revenu, du niveau de vie lui-même, mais aussi de d'autres variables qui sont fondamentalement importantes pour le plan du bon fonctionnement d'une société prospère, c'est-à-dire la bonne gouvernance des institutions, le soutien familial et le soutien social, les relations de confiance que les gens font les uns envers les autres, le niveau de santé, l'espérance de vie en santé, etc., etc. Et donc, c'est un indicateur qui est disponible. Vous voyez, c'est Statistique Canada, donc Mario Pollès va être content. C'est une source fiable. Non, il a parfaitement raison de l'être. Et à partir de l'enquête sociale générale, notre collègue Chris Barrington-Lee de l'Université McGill a calculé que l'indice du bonheur au Québec, si vous voulez, ou l'indice de satisfaction avec la vie qu'on mène, a continuellement augmenté au Québec depuis une trentaine d'années. Et dans les autres provinces, il est relativement stable, peut-être baissé un petit peu. C'est la même chose si je prenais seulement l'Ontario. Okay? Mais il y a moyen d'aller au niveau municipal et au niveau des grandes régions métropolitaines pour calculer cet indice-là. Donc, mes 4 grands indicateurs, puis encore là, je veux insister sur le fait que les 15 autres indicateurs plus détaillés sont extrêmement utiles et sont nécessaires également si on veut agir sur les variables économiques et sociales qui sont d'intérêt pour nous. Mais les 4 grands indicateurs sont le niveau de vie par habitant, le revenu réel par habitant d'âge actif, donc. Deuxièmement, le taux d'emploi ou le taux de chômage. Troisièmement, le rapport d'inégalité entre les 20 plus riches et les 20 plus pauvres, après, évidemment, que le fisc soit passé et que les transferts sociaux aient été réalisés. Et finalement, le degré de satisfaction à l'égard de la vie, qui est un nouvel indice maintenant disponible à travers le Canada. Je vous laisse avec cette pensée de mon confrère et ami Paul Krugman, le chroniqueur économique du New York Times, sur les idées qui sont fausses. Et dans ce cas-ci, les idées qui sont fausses, c'est qu'on doit chiquer la guenille parce qu'on est tous une bande de poches au Québec et à Montréal, on retarde sur tous les autres à travers le reste de l'Amérique du Nord, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai dans un certain nombre d'indicateurs, et Yves Thomas Dorval en a mentionné quelques-uns, mais globalement, on a, je pense, un bon piédestal à partir de lequel on peut continuer à progresser. Merci beaucoup. Merci, M. Fortin. Je vous invite à rejoindre M. Dorval et on va passer aux questions. On a 8 minutes avant la pause, une belle pause qui vous attend. Donc, j'invite le jury à prendre la parole et à poser des questions. Oui, ma question est pour M. Dorval. J'ai vu dans votre présentation que vous nous avez présentée, il y a quelque chose qui m'a accroché sur l'esprit entrepreneurial. Pourquoi, selon vous, les Québécois, ils ont moins d'audace à vouloir s'en aller en affaires que d'autres peuples à travers le monde? Écoutez, d'abord, là, scientifiquement, je n'ai pas nécessairement des bases économiques pour appuyer tout ce que je vais vous dire. Ça va être plutôt une analyse qui va être un peu subjective, mais qui en même temps tient compte de plusieurs sondages qui ont été faits, notamment par la Fondation d'entrepreneuriat, etc. La Fondation d'entrepreneurship. La première des choses, l'intensité entrepreneuriale, c'est quoi comme donnée? C'est le nombre d'entreprises où on peut mêler aussi la donnée travailleur autonome par rapport à, mettons, 1000 habitants. Et ça, c'est l'intensité entrepreneuriale. Et elle est pas dramatiquement plus faible que la moyenne canadienne, 13 points quelque chose, puis la moyenne canadienne, c'est 15 points quelque chose. Norma, tu me corrigeras. Donc, mais c'est systématique, on est toujours un peu en bas. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. On peut remonter à très loin, les questions de valeurs, les valeurs catholiques romaines, etc. Dans le fond, on est une société jeune. Et même au début de notre société, souvent, les leviers économiques étaient entre les mains
de gens de l'extérieur. Et on n'a pas eu peut-être autant de modèles entrepreneuriaux. On a beaucoup de familles en passant entrepreneuriales. On a beaucoup d'entrepreneurs au Québec, puis des bons entrepreneurs. Et la question, mais statistiquement, on est un peu plus faible qu'ailleurs. Il y a des questions probablement culturelles, la peur du risque. Il y a beaucoup de Normands, il y a beaucoup de Québécois qui sont d'origine normande, peur du risque un peu très prudent. Mais il y a aussi des questions de valorisation de certains éléments. Par exemple, la perception de la croissance, de la richesse d'une entreprise. Ça peut jouer. Mais quand on pose la question aux jeunes, est-ce qu'on a moins de jeunes qui trouveraient ça intéressant d'être entrepreneurs? Non. Les derniers chiffres démontrent qu'au Québec, on a à peu près le même nombre de jeunes qui voudraient être entrepreneurs qu'ailleurs. Quand on pose la question, est-ce que vous pensez que vous allez réaliser un rêve d'entrepreneuriat? Là, tout à coup, oups, ça baisse. C'est comme si, oui, on aimerait ça, mais comme si on n'était pas confiant dans nos moyens. Et le dernier élément, qui est plus culturel encore, qui me touche beaucoup, c'est les raisons pour lesquelles on voudrait être entrepreneur. Une bonne proportion de jeunes qui veulent être entrepreneurs, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie personnelle, travail, parce qu'on va contrôler notre agenda, on va être notre propre boss. Je m'excuse, là, mais quand on part en entrepreneuriat, là, travailleur autonome peut-être, mais un entrepreneur, les 10, 15 premières années, là, la qualité de vie peut y toucher. Mais la façon dont les jeunes voient l'entrepreneuriat aujourd'hui est extrêmement intéressante et motivante aussi. Puis ce n'est pas nécessairement le modèle d'autrefois. Mais notre gros défi, c'est qu'il faut que ça aille plus loin que ça. Ce n'est pas tout de partir une entreprise, ce n'est pas tout d'avoir certains succès, c'est de voir ces entreprises-là à long terme. Et nous, au Québec, on a un plus grand pourcentage de gens qui vont céder leur entreprise quand ils vont arriver à un niveau de confortabilité. Alors qu'il faut faire croître les entreprises, les amener à un stade plus loin et surtout périn dans le temps pour que les générations actuelles. Et vous savez, quand on a peu de modèles, dans une famille de médecins, on risque d'avoir des enfants médecins. Dans une famille d'avocats, on risque d'avoir des avocats. Si on a moins d'entrepreneurs dans notre famille, bien, il va falloir que, comme moyen, on amène les entrepreneurs comme modèle proche des jeunes, les amener à l'école, les amener dans les endroits où sont les jeunes, pour qu'il y ait une contamination. Je voudrais juste ajouter un mot. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir de ce point de vue-là. Premièrement, on est en train d'assister à une invasion de la région de Québec par la Beauce. Okay? L'esprit entrepreneurial qu'il y a dans la région de Québec, il n'existait pas à ce point-là. Il a toujours existé, là, mais il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais l'esprit entrepreneurial de la Beauce s'est diffusé dans la région de Québec. On le voit très, très bien. Deuxièmement, pour que l'entrepreneuriat soit valorisé dans une société, il faut que les gens d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, se sentent aimés. Je regarde, moi, je suis un gars de chiffres, là, je suis un mathématicien, mais disons un mathématicien du cœur. Mais ce que je constate, c'est que les régions où l'entrepreneuriat se développe, il y a une très forte alliance entre le social et puis l'économique. Par exemple, la dernière fois, j'ai été faire une conférence à la Chambre de commerce de Beauceville. Le président de la Chambre de commerce, c'est un travailleur social. Okay? Je veux dire, ces gens-là, plutôt que de voir d'un côté les hosties dirigeants d'entreprise et puis nous autres, les bons dans le communautaire puis dans le social, je veux dire, ils se mettent ensemble puis tout le monde travaille au bien-être de l'ensemble de la communauté. Okay? Ce qui est le plus dommageable pour le progrès de notre économie, c'est que le social et l'économique soient à couteau tiré. Il faut que les deux marchent ensemble. Puis le seul point de divergence avec Yves Thomas Dorval que j'ai, c'est qu'autrefois, on avait un maudit paquet d'entrepreneurs. Sauf que ce qu'ils ont fait, ils ont parti les annales de la Bonne-Sainte-Anne plutôt que de partir des usines de ci puis de ça. Puis je ne fais pas de blague, là. Les annales de la Bonne-Sainte-Anne, la première année, il y avait 3000 abonnements. Puis la 7e année, il y en avait 400 000, puis ils contrôlaient tout le nord-est des États-Unis avec ces maudites annales. Okay? Et donc, on avait des entrepreneurs, mais ils ont été dans d'autres domaines. Merci, M. Fortin. On a 2 questions, 3. Donc, vraiment, vous avez généré, je crois, l'intérêt significatif du jury. Donc, où ça? Je ne le vois pas. On va commencer avec vous. Ma question s'adresse aux deux experts.
Je vais vous demander de vous dépouiller de vos habits de représentants des patrons et d'économistes et d'endosser celui du citoyen de Montréal et de résident dans la communauté métropolitaine de Montréal. Avec cette nouvelle perspective, qu'est-ce que vous pensez de l'approche de l'ONU Habitat, pour laquelle une ville prospère, c'est une ville qui assure de la productivité, des infrastructures, de la qualité de vie, de l'équité et de l'inclusion sociale et un environnement durable? Quand je regarde ça, ça prend à peu près 25 à 30 indicateurs là, pour bien cerner ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je suis en conflit d'intérêts parce que je suis animateur d'un groupe de recherche internationale sur les interactions sociales et le bien-être. Et puis, c'est nous autres qui avons conseillé les Nations unies pour développer ces idées-là. Fait que je vais laisser Yves-Thomas Dorval répondre. Je ne la savais pas. En fait, ce sont d'excellents indicateurs aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'OCDE, qui arrive avec une nouvelle façon, qui est le vivre mieux, avec des indicateurs qui mesurent notamment des questions comme le logement, etc. Chez nous, au Conseil du patronat, par exemple, là, je me déshabille, mais je veux juste vous dire pourquoi. Mais on en a un qui s'appelle l'économie durable, qui porte sur, entre autres, les infrastructures, la modernisation des infrastructures, etc. Mais ce sont, pour un citoyen de la région de Montréal, des éléments clés. C'est notre milieu de vie. Est-ce qu'on veut avoir un milieu de vie intéressant ou pas intéressant? Le plus gros défi qu'on a, c'est d'équivaloir notre désir du bonheur avec le sens des responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, au Québec, on est beaucoup plus généreux dans beaucoup de programmes, mais on a la dette la plus élevée aussi. Alors, il faut trouver une façon, je dirais, d'appuyer nos désirs. Alors, si on veut que dans la région de Montréal, on obtienne un niveau de vie, une qualité de vie X avec des programmes et des infrastructures, il faut être prêt aussi collectivement, pas juste des petits groupes, d'être responsable de ça aussi. Et donc, d'en assumer aussi une bonne partie. Ce que j'aime beaucoup dans Je vois Montréal, ils l'ont dit dès le début, c'est dire, notre projet, ce n'est pas de demander au gouvernement d'investir ou de faire tel projet, ce n'est pas une liste d'épicerie. C'est de dire, qu'est-ce que les gens de Montréal, qu'est-ce que les leaders à Montréal, autant au niveau social qu'économique, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? C'est la fameuse phrase de Kennedy qui disait « Ne demandez pas qu'est-ce que l'État peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. » C'est ça. Alors, vous avez raison dans ces indicateurs-là. C'est des indicateurs de qualité de vie, de niveau de vie qui sont extrêmement importants pour la population. Mais il faut être capable de générer les revenus pour se les payer. Puis il faut être assez responsable aussi pour dire on ne peut pas tout faire non plus. Il faut faire des priorités dans la vie puis les accepter. Et moi, je suis très confiant. Ce que Pierre disait tantôt sur la question de la possibilité, puis l'exemple Beauceron, etc. Moi, je vois juste les jeunes. Les jeunes, actuellement, ont des qualités, ont des désirs, ont des façons de faire extraordinaires. Il faut juste être en mesure de pouvoir les aider aussi à canaliser ça. Ça veut dire, quand il disait mêler l'économique et le social et pas faire deux antagonistes, bien, c'est un peu ça aussi. Là. Merci, M. Dorval. Donc, on va prendre une question de ce côté-ci, ensuite une question de Damien du quartier d'innovation, et ensuite on a 2 questions, je crois, de ce côté-ci, avant de passer à la pause. Donc, encore une fois, bref, mais percutant. Alors, oui, M. Dorval, c'est très apprécié, ainsi que M. Fortin. On a